communication devant vous aujourd'hui est la marginalisation de l'Afrique vers une autre lecture d'un concept problématique. Beaucoup doivent se demander comment peut-on disserter sur quelque chose qui, selon vous, est déjà entendu. Le plan de ma communication se scinde en 4 parties. D'abord, le constat. Qu'est-ce qu'on entend par l'idée même de cette description? D'où est-ce qu'elle vient? En deuxième lieu, nous analyserons les causes. Qu'est-ce qui explique qu'on en soit là de parler de marginalisation? Et peut-être la partie la plus importante, je suppose, ce sont les conséquences de cet état d'esprit et de cette vision que nous avons de nous-mêmes. Et enfin, bien sûr, que faudrait-il faire pour remédier à ce concept dans sa dimension problématique? Commençons donc par le constat, en faisant un tout petit tour du monde des slogans identitaires que se donne chaque civilisation. Et c'est très important. Vous verrez que si vous êtes en Chine, les Chinois ont comme autre nom pour leur pays l'Empire du Milieu. L'Empire du Milieu qui est en fait une dénomination qui relève du XIIIe siècle, était l'appellation que l'on donnait au royaume qui se situait au milieu du fleuve Jaune, de la rivière Jaune. Nous sommes au XIIIe siècle. Mais en 2019, la signification de l'Empire du Milieu veut dire « Nous sommes les acteurs centraux du système international. Nous sommes au cœur de ce système et nous en sommes les acteurs centraux et primordiaux. » Voyez donc comment les Chinois se voient dans le monde aujourd'hui, pas comme des spectateurs, mais comme des acteurs importants. Et quand vous regardez la muraille de Chine, qui est derrière moi, vous verrez que c'était pour empêcher que la périphérie que sont les barbares, c'est-à-dire les Mongols, ne viennent envahir le cœur de la civilisation chinoise. Donc vous voyez très bien comment ils se situent comme étant au cœur du monde. Vous allez dans un autre pays, un autre continent, l'Amérique, que vous soyez africain-américain, que vous soyez Native American, c'est-à-dire les Indiens américains, que vous soyez latino-américain, mais des États-Unis, que vous soyez blanc, qu'on appelle WASP, White Anglo-Saxon Protestant, tous sont d'accord sur une chose: America First. Là-dessus, il n'y a aucune dissension. Ils sont d'accord pour que l'Amérique soit la référence mondiale de la planète. Et comment le savons-nous? Quand vous regardez le baseball, le championnat américain de baseball s'appelle World Series. Ils estiment qu'il n'y a pas de meilleur joueur de baseball dans le monde qu'aux États-Unis. Le championnat de la NBA est le championnat du monde de basketball. J'espère que vous le savez ça. Parce qu'en dehors des États-Unis, naturellement, il ne peut y avoir aucune puissance de basketball. Ça vous donne donc la place qui est la leur dans leur esprit, qui est d'être la référence mondiale. Et je crois que c'était Roosevelt qui disait « Ce qui est bon pour l'Amérique est bon pour le reste du monde ». C'est le seul pays pour lequel une boisson, un produit, le Coca-Cola en l'occurrence, se retrouve dans 192 des 193 pays membres des Nations Unies. Donc ils sont effectivement partout. America First, c'est bien le slogan accepté de tous les Américains.
c'est la place qu'ils se sont donnée dans le monde entier et pour le monde. Vous allez en Allemagne, puissance européenne. Vous aurez là-bas le slogan accepté de tous, Deutschland über alles. L'Allemagne au-dessus de tous. C'est le troisième vers de l'hymne allemand. Le troisième. Mais en fait, ici, il y a eu un glissement sémantique. Parce qu'au départ, Deutschland über alles voulait dire nous devons, en tant qu'Allemands, mettre les intérêts de l'Allemagne au-dessus de nos intérêts sous-régionaux, en tant qu'Allemands, en tant que région de l'Allemagne. Mais aujourd'hui, et en particulier depuis les années 1930, depuis les années nazies, Hitler a transformé ce slogan en disant l'Allemagne au-dessus de tous par sa puissance. Donc vous voyez que là aussi, nous sommes dans un registre dans lequel les Allemands se sont mis au cœur du monde. Vous prenez la France, qui n'est pas ici derrière, mais le slogan de la France, c'est liberté, égalité et fraternité. Mais il faut continuer ce slogan en disant liberté, égalité et fraternité, tel qu'apporté par la France au reste du monde. Parce qu'ils prétendent que la révolution de 1789 l'a été non seulement pour les Français, mais pour l'ensemble du monde entier. Donc vous voyez que là aussi, ils sont dans une logique où leurs valeurs sont déclarées universelles. Quand on en arrive aux Africains, quel est le slogan fédérateur autour duquel la plupart des Africains ne songeraient jamais à vous contredire? Hélas, 3 fois hélas, ce slogan, c'est la marginalisation de l'Afrique. Marginalisation de l'Afrique comme un slogan autour duquel la majorité des Africains sont d'accord pour dire qu'il reflète notre place dans le monde. C'est grave, c'est préoccupant, je dirais même quelque part, c'est étonnant. Comment le savons-nous? Nous-mêmes, en tant qu'Africains, avons écrit des thèses sur la marginalisation de l'Afrique. C'est vrai, ce n'est pas vrai? Nous avons écrit des mémoires sur la marginalisation de l'Afrique. Nous avons sorti des ouvrages sur la marginalisation de l'Afrique. Et je vous en prends tout simplement 2 parmi des dizaines et des dizaines. Un d'entre eux, c'est celui qui parle de la dépendance à l'interdépendance. Et c'est le sous-titre qui est parlant, puisque c'est mondialisation et marginalisation. Une chance pour l'Afrique, point d'interrogation. Vous voyez que c'est un raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut tirer de cette situation désavantageuse des avantages pour l'Afrique? Vous voyez qu'on a donc déjà intériorisé l'idée de marginalisation qui n'est plus un sujet de discussion quand vous êtes dans cette logique. Il y a un autre, par une dame qui s'appelle Axel Kabou, en réalité c'est une Camerounaise qui vit en Côte d'Ivoire, qui s'était déjà fait remarquer par un livre qui s'intitulait « Et si l'Afrique refusait le développement ?» Ce livre a fait un tabac en Occident et elle a récidivé avec « Comment l'Afrique en est arrivée là ?» La question qu'elle pose est une question rhétorique parce qu'elle développe en réalité un certain nombre de raisons. Donc vous voyez que les Africains, dans leur grande majorité, ont accepté, sans bénéfice d'une analyse problématisante, c'est-à-dire mettant ce concept sous forme de problème, ont accepté, disais-je, la notion de marginalisation comme quelque chose d'une évidence
incontestable. C'est précisément ce que nous allons contester cet après-midi. Pour dire qu'il n'y a rien d'évident là-dedans. Et qu'en fait, la marginalisation n'est en réalité ni plus, ni moins qu'une construction. Nous allons maintenant passer à la deuxième phase de la présentation. Quelles peuvent être les causes de l'image que les Africains ont d'eux-mêmes? Ce qui est clair, c'est que des personnes qui se voient comme étant à la marge du monde ne sont pas les mieux outillées pour parler de développement, de croissance et de progrès. Pour utiliser ces termes et ces concepts, il faut se voir comme un acteur central du développement et non comme un spectateur passif de celui-ci. Alors, vous allez voir, une des causes remonte malheureusement à ce qu'on appelle l'historiographie de l'Afrique, c'est-à-dire la manière dont on a séquencé l'histoire entre guillemets de l'Afrique, qui en réalité laisse de côté la majeure partie de cette histoire-là. Quand vous prenez les Africains aujourd'hui, que vous disent-ils? On vous parlera de l'Afrique précoloniale, de l'Afrique coloniale et de l'Afrique post-coloniale. C'est pas ça? Ceci est la manifestation claire et nette de la marginalisation de l'Afrique. Parce que la période qui est prise en charge est la période qui part de 1884, c'est-à-dire le 15 novembre 1884, et se termine le 23 février 1885. C'est la date du Congrès de Berlin. On considère donc, pour nous les Africains, le Congrès de Berlin comme étant un élément fondateur de notre économie, de notre histoire, ce qui naturellement est absurde. La plupart des historiens de cette vague-là vous diront qu'ils sont des historiens de la pré-marginalisation, la marginalisation et la post-marginalisation. C'est tout à fait absurde. Que faisons-nous des 400 000 années de l'histoire africaine? Qu'en savons-nous? Ce qui est certain, c'est que tous les êtres humains viennent d'Afrique, donc les 7 milliards d'êtres humains sont des afro-descendants. C'est ça que ça veut dire. S'ils sont des afro-descendants, ça veut donc dire qu'ils sont porteurs d'un génie qui a permis à l'humanité d'arriver au point où nous en sommes aujourd'hui. Ils ont trouvé un certain nombre de choses. Alors, quand on dit la pré-coloniale, l'histoire pré-coloniale, l'histoire coloniale et l'histoire post-coloniale, ce que nous faisons, c'est de mettre la colonisation au centre de notre histoire. Et cette colonisation correspond à exactement 76 ans. Quand on prend 1884-85 jusqu'en 1960, pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne. C'est vraiment absurde. Vous comprendrez avec moi qu'il y a quelque chose, quelque part, qui ne va pas bien. Or, nous avons formalisé cette manière de penser de nous-mêmes en nous mettant dans le prisme historique, le séquençage historique d'événements qui sont extérieurs à l'Afrique et que nous avons finalement intériorisés. Maintenant, au plan économique, quelles en sont les principales manifestations? Eh bien, quand vous êtes à la marche de vous-même, vous trouvez normal et essentiel de tendre la main. Le fait d'être un acteur passif et réceptif de l'aide devient pour nous quelque chose de normal, ce qu'on appelle l'aide internationale.
Je vous invite à lire le livre d'une jeune, à l'époque en tout cas, jeune zambienne, Dambisa Moyo, qui a écrit un livre qui s'appelle L'aide fatale. Dead Aid en anglais. Dead Aid. Et dans ce livre, elle fait une révélation troublante. Elle dit, à la période de la pire pauvreté de l'Afrique, correspond la période de l'aide la plus substantielle apportée à ces populations. Vous voyez que nous sommes loin des théories de l'aide. Eh bien, Dambisa Moyo a été interdit de conférence au FMI et à la Banque mondiale. Ça montre le degré de démocratie qui y règne. Elle a été suspendue de tous ses contrats dans ces deux augustes institutions qui sont des deux côtés de 8th Street à Washington. Ça vous montre également le niveau de tolérance de ceux qui nous parlent tout le temps de démocratie. Son péché n'a pas été d'affirmer, mais de démontrer, à l'aide d'équations économétriques. Parce que, s'il vous plaît, elle est diplômée de MIT et de Harvard en même temps. Donc les Américains ne peuvent pas la délégitimer en termes de sa formation en disant qu'il s'agit d'une jeune fille qui raconte des histoires. Ce n'est pas possible de le dire, puisqu'ils savent quelle est la profondeur de son bagage intellectuel. L'aide, normalement, comme le dit d'ailleurs le regretté Thomas Noël Sankara, nous encourageons l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide. C'est ça la bonne aide. Celle dont vous ne devez plus avoir besoin après un certain laps de temps. Mais est-ce le cas? La vérité, c'est que nous sommes devenus dépendants de l'aide. En anglais, on dit aid dependent. C'est-à-dire qu'il y a maintenant une maladie nouvelle qui s'appelle la dépendance à l'aide. Ce n'est donc plus un fait conjoncturel pour vous aider à passer un mauvais cap. Mais c'est devenu aujourd'hui quelque chose de structurel qui figure dans nos budgets. Et c'est ça l'un des phénomènes pervers, justement, de la marginalisation, c'est d'accepter finalement l'inacceptable. Quand vous êtes dans cette situation, vous n'avez plus la maîtrise de votre destin. Quand vous devez de l'argent à quelqu'un, vous le savez bien, autant que moi, vous ne pouvez pas lever la voix devant cette personne. Vous ne pouvez rien dire. Vous êtes quelque part l'otage des personnes à qui vous devez de l'argent. Et donc la théorie de l'aide est aussi une théorie de la marginalisation de l'Afrique qui explique cette aide par cette marginalisation. Vous avez vu, donc, il y a un livre sur ça, et Thomas Sankara, naturellement, est l'un de ceux qui a parlé le plus de cela. Dans un discours fait à Addis Abeba, à l'ONU, il a dit que nous ne devons pas payer l'aide parce que nous avons déjà remboursé l'aide plus de 40 fois. Et malheureusement, l'année d'après, il n'était plus en vie. Est-ce une coïncidence? Est-ce une malchance? Ou alors, est-ce tout simplement le sort du destin? Enfin, nous passons dans un autre plan, sur le plan des infrastructures. Quand vous vous considérez comme étant à la marge de la société, vous trouvez normal qu'on construise des routes de seconde zone chez vous, qu'on construise des bâtiments dont la durée de vie n'est que d'une ou de 2 décennies, sans plus. Vous trouvez que c'est normal, parce que vous ne méritez pas mieux. Il a fallu la coopération asiatique, à bien des égards, pour que l'Afrique commence à connaître des infrastructures de dernière génération sur le plan technologique. Quand vous allez aujourd'hui au Palais des Sports de Warda, je puis vous assurer que c'est le même, rigoureusement le même, que vous allez trouver aux États-Unis. La même technologie, la même infrastructure, la même modernité. Mais pendant très longtemps, nous n'avions jamais cela en Afrique.
nous avions toujours des choses qui, 10 ans plus tard, allaient s'écrouler. On disait c'est normal, que voulez-vous, c'est l'Afrique, ils sont à la marge du monde. Maintenant, sur le plan socio-culturel, quelles sont les causes? Comment se manifeste cette marginalisation? Nous sommes le seul peuple au monde, peut-être, où parler sa propre langue maternelle, nationale, est considéré comme un fait d'analphabétisme. On vous dit, dans les statistiques de l'éducation, taux d'analphabétisme au Cameroun, 30%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 30% des gens qui sont alphabétisés dans leur propre culture, mais qui cela ne compte pas. Donc vous avez des Camerounaises et des Camerounais, des Africains même en général, qui vous diront dans mon village, j'ai ma vieille grand-mère ou ma tante, elle est illettrée. Illettrée voulant dire qu'elle ne parle ni le français, ni l'anglais, ni l'espagnol, ni l'allemand, etc. Cette perspective est catastrophique. Parce que nous excluons justement les personnes qui exactement possèdent les clés de la résolution de nos problèmes de développement quand nous disons qu'elles sont inaptes, ces personnes, à parler justement des questions de progrès et de développement. Posez-vous la question, comment pendant 4000 ans, pendant 3000 ans, nous avons survécu en ne parlant ni le français, ni l'anglais, ni l'allemand, ni le chinois. Parce que les Camerounais sont les rares peuples qui, en 6 mois, maîtrisent le mandarin. Même les Chinois sont émerveillés. Ça veut dire que nous avons cette capacité à enregistrer une langue et à la maîtriser. Mais quand il s'agit des langues africaines, naturellement, nous rechignons toujours à le faire. Donc, nous considérons comme éduquées toute personne qui parle des langues qui ne sont pas les nôtres, par excellence. La question que je pose à un auditoire comme le vôtre, en 2007, Shenzhou, je crois que c'était Shenzhou 8 ou Shenzhou 7, qui était donc un vaisseau qui a été envoyé sur la stratosphère par les Chinois. Les équations qui ont été conduites pour le mettre sur la stratosphère étaient en chinois. Nous devons considérer tout ce groupe qui appartient à l'Académie nationale des sciences de Chine comme de parfaits idiots. Parce qu'ils ne parlent ni le français ni l'anglais. C'est pas ça. Logiquement, d'après notre manière de réfléchir, c'est cela. Et effectivement, vous avez des gens qui vous disent qu'ils ne peuvent pas parler nos langues maternelles parce que, selon eux, ce serait rétrograde. Ce qui n'est pas rétrograde, c'est de faire un discours en y introduisant le grec et le latin. Et l'auditoire en face de vous va applaudir, même s'il ne comprend pas ce que vous dites. Il sait que vous êtes quelqu'un d'intelligent. Moins on comprend ce que vous dites, plus vous êtes supposé être intelligent. Vous voyez un peu comment on peut réfléchir à l'envers. Que peut-on faire, que doit-on faire par rapport à cette idée de marginalisation? D'abord, c'est de savoir et d'en savoir plus sur nous-mêmes. Ce qu'on peut regretter et qu'on peut reprocher à beaucoup d'Africains, c'est de ne rien savoir sur eux-mêmes. Pire encore, d'en être fiers. Il y a des Africains qui vous disent « je n'ai pas de temps à perdre, moi dès que j'ai mes congés, je suis à Paris, sur les Champs-Élysées, à New York, sur la 5e avenue, et je ne sais pas trop où encore, au Brésil, sur les plages de Copacabana. » Vous croyez à tort, mesdames et messieurs, qu'on vous admire quand vous dites cela, mais vous êtes en réalité la risée de la personne à qui vous êtes en train de parler.
On ne respectera jamais quelqu'un qui ne sait nous d'où il vient, ni ce qu'il veut, ni où il veut aller. Donc qui ne sait ni ce qu'il est, ni d'où il vient, et ni ce qu'il veut faire dans la vie. Quand vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas parler de développement. Vous êtes une personnalité hybride, qui n'a des fondations nulle part, ne sait pas d'où elle vient, ne parle aucune langue, ne maîtrise rien. De quel développement voulez-vous parler? Donc, les inventeurs noirs, c'est juste un exemple, il y en a comme ça, des centaines, on en a retenu une dizaine, parmi lesquels les feux de circulation, par exemple, quand vous passez là, certainement, vous êtes loin de vous imaginer que ce sont des esclaves. Ils avaient le statut d'esclaves quand ils ont inventé ceci, puisque les dates vous sont données, et nous avons également les numéros de patente de chacune de ces inventions. L'antenne parabolique, inventée le 7 juin 1887, la lampe électrique, après on a dit c'est Edison, mais c'est faux, inventée par Joseph Nichols et Lewis Latimer. L'aiguillage des trains, etc., etc. Le réfrigérateur, inventé le 14 juillet 1891 par John Stennett. Le moteur à combustion, etc. Vous avez, pour vous référer de manière claire, vous allez avoir les sources qui vous est donnée. Afrique Caraïbes, la revue africaine de l'histoire des sciences, publiée en 2005. Là-dedans, vous avez les patentes qui sont données, les jours et tout. Donc, il est peut-être temps aussi pour nous de dire le noir est fort, quand même. Ce n'est pas pour mettre les uns contre les autres, mais c'est pour reconnaître et ne pas minorer systématiquement ce que nous faisons, parce que nous avons honte de nous-mêmes. Quand nous avons honte de nous-mêmes, que nous nous plaçons à la marge du monde, de quel développement parlons-nous? De quel progrès parlons-nous? C'est une impossibilité, je dirais même, c'est une contradiction. Maintenant, pour venir à bout de ce fléau, c'est-à-dire qui conduit à la haine de soi, à la mise de soi-même à la marge de la société, il faut revenir sur les fondamentaux et reconnaître une chose qui est à la fois déplorable, mais qui est tout aussi réelle. La marginalisation de l'Afrique, ce n'est pas la marginalisation des autres. La marginalisation réelle de l'Afrique, c'est l'auto-marginalisation. C'est ça qui est grave. C'est l'auto-flagellation. C'est l'auto-expulsion de l'Africain de la marche du monde. Et c'est ça qui est grave. C'est-à-dire que nous estimons, pour notre part, que ce qui a de la valeur, ce qui a de l'importance, ce qui a de la substance, par définition, ne peut venir que d'ailleurs. Contredisant en cela la réalité. Parce qu'on vous dit, et ça se voit dans les mesures macroéconomiques, la Banque mondiale vous dit, est considérée comme pauvre toute personne qui vit sur 2 dollars par jour. C'est pas ça? Est considérée comme très pauvre toute personne qui vit sur 1 dollar par jour. Mais la nouvelle que j'ai à vous apporter, c'est que la plupart de nos concitoyens camerounais, africains, ne voient pas un seul franc pendant toute une année. C'est vrai, c'est pas vrai? Ils vivent de notre système culturel économique qui est le troc. Moi j'ai du manioc, vous avez une poule ou un poulet, on échange. Vous avez un mouton là-bas, moi j'ai du maïs, j'ai des pommes de terre ou je ne sais pas quoi, on échange. Et ces gens ne vivent pas mal du tout, hein, pour beaucoup d'entre eux. Ils sont loin d'être classifiables dans la catégorie des pauvres. Sur le plan macroéconomique, des agrégats macroéconomiques, ces gens sont dans la catégorie des morts vivants. C'est-à-dire qu'ils n'apparaissent nulle part. Ils ne correspondent à aucune catégorisation, ce qu'on appelle aucune typologie macroéconomique.
puisqu'ils n'ont ni 2 dollars, ni 1 dollar, mais ils vivent. Vous voyez donc qu'en choisissant des critères qui sont extérieurs à notre culture, vous n'allez pas arriver à comprendre ce qui se passe. C'est très important. Vous avez des Africains qui vous disent c'est comme ça. Combien d'entre vous ont même eu 1 dollar ou 2 dollars dans leur poche? Personne. Mais vous vivez pourtant. Alors on nous dit aussi les échanges. L'Afrique a des problèmes parce que nous aurions 2% des échanges mondiaux. Bon. Encore faut-il savoir si la majorité des échanges sont répertoriés en Afrique. Je dis non. La plus grande puissance en termes d'échanges pour le Cameroun est bel et bien le Nigeria. Plus de la moitié des échanges commerciaux, économiques et humains avec le Nigeria ne sont répertoriés nulle part. Ça veut dire que nous évoluons avec des faux critères macroéconomiques. Faux. Parce que nous les avons enregistrés dans une logique culturelle qui n'a rien à voir avec nous. Et que nous considérons donc comme cela comme étant le bon créneau. On vous dit, l'économie informelle, c'est 80% de la population qui y est utilisée. L'économie formelle, c'est 20%. Mais en fait, ça devrait être inversé. Ce qui est formel pour nous, c'est là où il y a le plus de gens, c'est pas ça. Ce qui est informel, c'est là où il y a le moins de gens. Donc nous nous agrippons à des catégorisations qui ne peuvent pas être défendues rationnellement. Pourquoi? Parce que nous considérons que la vérité avec le grand V ne peut venir que de l'extérieur de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique est une puissance en matière de transfert de monnaie dans le monde. J'espère que vous le savez. Quand je dis ça souvent aux Africains, on dit non, professeur, vraiment vous exagérez, ce n'est pas possible. Nous avons 600 millions de portables dont la majorité sont Android. La rapidité du transfert sur les mobiles n'est égalée nulle part dans le monde par rapport à l'Afrique. C'est des choses qu'il faut savoir. Même si ça vous gêne de savoir que vous êtes assis à la première place et non à la dernière, qui est par définition là où nous nous sentons le mieux. Loin derrière. Pendant longtemps, j'ai dit que ces 15 dernières années, parmi les 10 économies les plus à la croissance la plus rapide, 6 sont en Afrique. On m'a dit, professeur, c'est impossible. Quand j'ai cité les économies, j'ai cité leur taux de croissance, ils se sont tus. Mais le premier afro-pessimiste, mesdames et messieurs, c'est nous-mêmes. Ceux qui se refusent, mordicus, à accepter que l'Afrique peut avancer, c'est encore nous-mêmes. À partir de ce moment-là, on mesure la gravité de la maladie qui est la nôtre. C'est de cette maladie que nous devons nous soigner. Et n'attendons rien ni personne pour le faire. L'afro-pessimisme est aussi mauvais que l'afro-optimiste BA. Ce que nous devons demander aujourd'hui, c'est un afro-réalisme, une afro-renaissance, c'est-à-dire une conscience de qui nous sommes, d'où nous venons et où nous voulons partir. Ceci ne peut être fait que par nous. C'est pour ça que je dis, la marginalisation de l'Afrique est une construction qui a des objectifs bien précis et qui a la malchance d'avoir été intériorisée par ses principales victimes que nous sommes. Arrêtons d'accuser les autres. Arrêtons d'en vouloir aux autres. Transformons-nous nous-mêmes de manière à ce que nous soyons les premiers afro-réalistes en voyant ce qui est bon en Afrique, mais en n'écartant pas ce qui est mauvais en Afrique. Parce que ça existe bel et bien. L'Afrique n'est pas un continent idyllique où coule le lait et le miel. Ça n'existe nulle part. Il n'y a aucun continent comme ça. Mais nous sommes les pourvoyeurs de 90% des matières premières sans lesquelles l'économie mondiale ne pourrait fonctionner. C'est ça la réalité. Et si nous ne pouvons fournir cette matière première, nous ne pouvons pas avoir une économie fonctionnelle. Le coltan aujourd'hui est dans tous les téléphones portables. Il se trouve en RDC.
Ça veut donc dire que si la RDC ferme ses portes, vous tous ici, vous n'aurez plus de téléphone portable. Et pour beaucoup d'entre vous, ça veut dire c'est le synonyme de la mort. Puisque vous ne pouvez pas imaginer 30 minutes sans votre cher portable. Donc, nous sommes au cœur des événements parce que nous avons décidé nous-mêmes de nous placer au cœur des événements. La centralité dans la marche du monde est une construction, tout comme la mise à l'écart qui est la nôtre est également une décision que nous avons prise. Nous pouvons donc retourner ceci pour que nous nous mettions nous-mêmes au centre du monde, parce que nous sommes le berceau de l'humanité. Tout être humain est afrodescendant, je le répète, et personne ne pourra nous contredire. Donc on ne peut pas nous parler d'être à la marche du monde si vous êtes le berceau de cette civilisation mondiale. Il faut donc que nous ayons confiance en nous-mêmes. Et comme je dis pour clôturer, je voudrais dire que n'attendez rien ni personne qui le fera. C'est vous qui êtes dans cette salle qui devez le faire, de votre vivant. Pas dans 100 ans, mais aujourd'hui et maintenant. Pas ailleurs, mais bien ici à l'ENAM. Et je voudrais dire, il ne faut pas toujours rejeter aux autres les responsabilités qui nous incombent, car chaque génération doit marquer le monde, doit marquer l'histoire, et l'Afrique aujourd'hui est l'enjeu central du XXIe siècle. Je vous remercie. Et moi, je viens de... Ce que j'ai pu retenir en substance de la conférence, c'est que l'Africain déjà doit prendre conscience de ses forces. Il doit lui-même s'assumer. Au lieu de rejeter la faute tout le temps sur les autres, c'est à cause des autres que nous souffrons. En fait, c'est ça. La marginalisation de l'Africain est déjà du fait même de l'Africain. Donc, en substance, voilà ce que j'ai pu retenir. L'Afrique a besoin d'une réinterrogation et d'une réappropriation de ses valeurs. C'est à partir de cela que l'Afrique pourra vraiment s'affirmer comme étant le continent le plus fort et le plus parfait parmi tant d'autres continents. J'ai retenu que, relativement à la marginalisation de l'Afrique, c'est que le concept de la marginalisation est entretenu par les Africains eux-mêmes qui se l'imposent au lieu de faire la promotion des idées ou alors des préceptes africains. Marginaliser, ça ne changera rien. Il revient aux Africains de créer leur propre leadership, de créer leurs propres idées, de se créer en fait leur propre histoire, et ce n'est qu'après ça que l'Afrique aura la place qu'elle mérite jusqu'ici dans le monde.